Il y a tellement à dire au sujet de Rupert. C'est un biologiste, c'est un auteur anglais. Donc on continue notre tour d'horizon international. Vous voyez, en fait, c'est vraiment un forum international. Vraiment, il y a des choses extraordinaires à partager en termes d'expérience, de savoir à travers le monde entier. C'est ça qui fait aussi la richesse de ce forum et de ce qu'on peut aussi découvrir sur Internet. Donc il est surtout connu par sa théorie des champs morphiques et de la résonance morphique, qui conduit à une vision de l'univers comme un système vivant se développant avec sa propre mémoire inhérente. Il a publié plus de 80 articles et une dizaine de livres. Le plus récent s'appelle The Science Delusion, qui a été traduit en français par Réenchanter la science. Il examine les 10 dogmes de la science moderne dans cet ouvrage et montre comment ils peuvent être transformés en des questions qui ouvrent de nouvelles perspectives de possibilités scientifiques. Thank you. This is a good time to be talking about the evolution of consciousness. C'est le bon moment pour parler de l'évolution de la conscience, parce que la science telle que nous la connaissons, la théorie matérialiste de la nature, est en train de s'effilocher, et nous sommes au seuil d'une nouvelle ère scientifique, à mon avis. Ce matin, nous avons entendu parler de la nouvelle cosmologie avec le professeur Trin qui nous a parlé de l'idée du Big Bang et de l'expansion de l'univers. Et dans cette cosmologie, en soi, qui est devenue orthodoxe en 1966 au sein de la science, c'est assez récent, nous voyons la transition de cette conception de la nature comme une machine vers une conception de l'univers étant un organisme. Il n'y a pas de machine qui démarre en étant toute petite et puis se transforme. Là, ce qu'on observe, c'est plus comme un embryon qui grandit. C'est en fait l'œuf cosmique des anciennes mythologies. Nous avons une vision de l'univers comme étant un organisme qui se développe. Alors cette cosmologie moderne comporte encore beaucoup d'inconnus. Et il me semble on voit beaucoup de signes qui montrent qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas correctes dans la physique que l'on connaît aujourd'hui. La cosmologie, l'ancienne cosmologie ne peut fonctionner que si l'on dit que 96% de la réalité est en fait inconnue pour nous. C'est-à-dire que c'est de la matière noire, de l'énergie noire. On ne sait pas ce que c'est que cette matière noire, cette énergie noire. Elle est partout, elle forme tout ce qui existe, mais c'est obscur, on ne connaît pas ça. Donc ça veut dire que ce modèle de l'univers est radicalement incomplet. Il y a vraiment un gros manque, 96% manque. L'une des manières principales dont la physique théorique s'est développée, c'est avec la théorie des supercordes. Avec différentes variations, mais 80% de cette physique théorique se concentre sur les formulations théoriques qui ne peuvent pas être testées de manière expérimentale. Alors, est-ce qu'il s'agit là véritablement de science? Beaucoup de physiciens posent cette question. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on peut appeler de la science? Il s'agit d'une activité spéculative, mais qui a perdu son lien avec la réalité empirique. La vision de l'univers que nous avons aujourd'hui, et qui est portée, qui a été résumée par le professeur Trin, c'est que depuis le tout début, depuis le Big Bang, toute la matière et toute l'énergie de l'univers a émergé, était là. Et toutes les lois de la nature, toutes les constantes étaient déjà définies au moment de la création de l'univers. Terence McKenna, mon ami, disait que la science moderne est fondée sur le principe qui dit « donnez-nous un miracle gratuit et puis on expliquera le reste ». Et ce miracle, ce serait que toute la matière, toute l'énergie, toutes les lois de l'univers sont sorties de nulle part, de rien, en un instant. Alors, comme nous l'a dit le professeur Trin ce matin, cette hypothèse consiste à dire que toutes les lois et toutes les constantes étaient définies dès le début.
Et dans la cosmologie moderne, effectivement, il y a deux pôles. Tout d'abord, le fait que, eh bien, il y a eu un esprit cosmique, que les choses ne sont pas arrivées par hasard, et qu'il y a eu véritablement un réglage dès le début très très fort. Ça revient à ce que l'on pensait au XVIIIe siècle, à savoir le fait qu'il y avait un ingénieur suprême, Dieu, qui a créé l'univers, a appuyé sur le bouton démarrer et puis ensuite il s'est retiré. L'autre conception, c'est que, eh bien, il pouvait y avoir des trillions, des quadrillions d'autres univers, c'est-à-dire le multivers. Et ces personnes-là préfèrent ce modèle du multivers. Et moi, j'ai posé à une personne qui est éminente dans le domaine de la cosmologie en Angleterre, et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il se fondait sur cette théorie du multivers alors qu'il n'y a pas de preuves. Et sa réponse a été, c'est la seule manière de se débarrasser de Dieu. Alors, donc ça veut dire qu'ils veulent inventer des trillions d'univers sans preuves sous-jacentes, simplement pour cela. Alors, mais c'est vrai que ça viole un petit peu ce principe qui dit que nous ne devrions pas multiplier les entités et que ça n'est pas nécessaire. Il m'a dit oui, effectivement, c'est un problème, mais on y travaille. Mais on n'a toujours pas réussi à se débarrasser de Dieu, parce que nous pourrions de toute façon avoir un Dieu infini qui serait le Dieu créateur d'une infinitude d'univers, d'un multivers. Donc vous voyez un petit peu, même il s'agit là d'un scientifique éminent, et pour autant il spécule. Et donc c'est vraiment profondément non scientifique ce qui est fait à ce niveau-là. Alors il y a une alternative à la spéculation, à savoir que nous pourrions partir de l'hypothèse qui dit que plutôt que l'univers serait quelque chose qui a été défini dès le début avec toutes ses lois et ses constantes, eh bien il s'agirait de quelque chose qui a évolué dans un univers évoluant. Pourquoi est-ce que les lois de la nature n'évolueraient pas? Alors, il y a donc cette hypothèse qui dit que tout a été fixé comme un code napoléonien dès le début, mais je pense que nous pourrions faire les choses à la manière anglaise de la loi, la common law aux États-Unis, avec l'évolution en fonction des présidents. Alors, en 1941, quand j'ai commencé à travailler sur cela, eh bien, je me souviens avoir participé à un programme sur France Culture dans un débat avec des intellectuels éminents, des scientifiques, y compris René Thom sur France Culture. Donc, et puis, ils ont rejeté cette théorie en disant que c'est trop anglais. Et donc, je dois dire qu'il est beaucoup plus plausible de dire que la nature a pris des habitudes plutôt que des lois. Les lois, finalement, sont très anthropocentriques. Il n'y a que les humains pour avoir inventé des lois dans les sociétés civilisées, en fait, parce que les sociétés tribales ont des habitudes, des coutumes. Et donc, si on parle du fait qu'il y a des lois sous-jacentes, eh bien, c'est que, du coup, l'univers est une métaphore anthropocentrique, alors que les habitudes sont plus universelles que les lois. Il y a beaucoup d'habitudes, de coutumes chez les animaux également, pas uniquement les êtres humains. Et donc, ce sont des habitudes qui évoluent, et ça me paraît être une hypothèse beaucoup plus logique. Et il n'y a rien qui nous permette de vraiment dire que tout a été fixé parfaitement dès le début, alors qu'il y a des ajustements, des adaptations dans nos habitudes dans le temps. Et il y a une sélection naturelle qui s'opère des habitudes. Et donc, ce sont des habitudes qui évoluent, et ça veut dire que tout n'a pas été figé dès le début, mais qu'il y a en fait une évolution de l'intérieur. Et donc il s'agirait ici d'une vision de la nature beaucoup plus organique, qui provient de l'intérieur. Alors, l'univers pourrait donc avoir des habitudes plutôt que des lois, et ça c'est une idée qui avait déjà été développée par C.S. Peirce au 19e. Et puis il y a aussi Lee Smolin qui a également proposé cette idée il y a 2 ans dans un livre intitulé Time Reborn, la renaissance du temps, où il parle de ce principe de la précédence. Une fois que quelque chose s'est produit une fois, eh bien c'est plus facile pour cette chose de se produire de nouveau. Il s'agit en fait de ce que nous disons également en Angleterre lorsqu'il y a une nouvelle décision qui est prise, et bien ensuite c'est plus facile de réitérer le même type de décision. Et dans la théorie des habitudes, c'est une hypothèse qui fonctionne sur la base des résonances morphiques. Ça veut dire que des schémas d'activité similaires résonnent avec d'autres schémas similaires, et ce, au travers du temps et de l'espace. Ce qui nous mène à l'idée selon laquelle chaque chose a
est porteuse d'une mémoire collective. Chaque membre individuel d'une espèce fonctionne sur la base de cette mémoire collective et puis y contribue également. Et c'est une mémoire qui, au travers de la résonance morphique, sous-tend l'évolution des habitudes. C'est quelque chose que nous pouvons tester scientifiquement, et ce, dans le domaine de la chimie, de la physique et de la biologie. Alors, dans le domaine de la chimie, l'hypothèse prédit que si vous créez un nouveau produit chimique pour la première fois, si vous faites des cristaux, par exemple, de ce produit chimique pour la première fois, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'habitude préexistante. Mais une fois que vous avez créé ce cristal, eh bien, la deuxième fois, eh bien, le deuxième cristaux va bénéficier de la résonance morphique du premier, et ainsi de suite pour le deuxième, le troisième, le quatrième cristal. Mais cette habitude va ainsi se renforcer, et donc cette expérience cumulée va créer une mémoire dans le temps. Et donc ces nouveaux produits chimiques sont très très longs à cristalliser. Parfois ça peut prendre des mois ou des années avant de cristalliser. Et une fois qu'ils apparaissent dans une partie du monde, c'est plus facile à créer ailleurs dans le monde. Ça, c'est quelque chose que les chimistes connaissent très bien. C'est vrai qu'on peut l'expliquer par la résonance morphique, mais également par le transfert de petits fragments de ces cristaux d'un laboratoire à un autre, soit parce que, eh bien, il y a des particules de poussière, par exemple, dans l'air qui passent de laboratoire à laboratoire. Et donc, cette hypothèse prédit que, eh bien, ça peut se produire même si on filtrait l'air, même s'il n'y avait pas de produits chimiques migrants. Même principe pour la biologie du développement. Ici, vous verrez des exemples de cela dans mon livre, La nouvelle science de la vie. Et puis également en ce qui concerne les comportements. Si vous apprenez quelque chose de nouveau à un rat à Paris, eh bien, les autres rats partout dans le monde pourront apprendre cette chose-là plus rapidement partout dans le monde et de plus en plus rapidement. On peut passer 10 minutes, une demi-heure ou une heure après l'apprentissage de cette nouvelle activité, eh bien, ce sera déjà plus facile pour les autres rats, plus rapide pour les autres rats d'apprendre cette même activité. On a fait l'expérience de ça. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous apporter les preuves, vous pouvez les retrouver dans mon livre si vous voulez avoir les détails et les références scientifiques. Mais en plus, donc, nous avons une troisième édition de ce livre, une édition qui n'a pas encore été traduite en français, mais qui donne en fait justement les nouvelles expériences qui ont été réalisées pour pouvoir justement tester cette hypothèse de la résonance morphique. C'est une hypothèse qui permet de mieux comprendre beaucoup de faits en biologie. Parce que bien sûr, nous faisons des tests, des essais, mais aujourd'hui, au sein du monde de la biologie, il y a une certaine crise. Et je l'avais prédit, cette crise dans les années 80. Parce que dans les années 80, lorsque j'ai commencé à avancer cette hypothèse, les gens m'ont répondu que ça n'était absolument pas nécessaire. Et les critiques de mes collègues biologistes ne consistaient pas à dire que c'était illogique ou que c'était faux, mais que ça n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que très rapidement, ils arriveraient à expliquer tous les faits de vie grâce à la biologie moléculaire et aux gènes. Ça a mené au projet du génome humain à la fin des années 80. Et donc ce projet du génome humain a été mis en place partiellement en tout cas, parce que les biologistes attiraient l'envie des physiciens. Et dans les sciences, les physiciens avaient des gros projets avec le télescope Hubble, etc., des gros projets qui montraient que, eh bien, il y avait des budgets de multi-milliards de dollars, alors qu'en biologie, il n'y avait pas du tout tous ces fonds. Alors il fallait avoir un gros projet de manière à pouvoir attirer d'énormes budgets pour que la biologie devienne une grande science. Alors donc ça a été des projets qui ont été expliqués, notamment au président Reagan, et donc ils sont arrivés avec ce projet du génome humain, qui consiste à dire soit on arrive à séquencer tout le génome humain, ça c'est déjà un grand défi technique, ce qui nous permettra de mieux comprendre la nature humaine sur la base des détails moléculaires. Alors c'est un projet qui a été réalisé, qui a remporté un succès, et on a effectivement le détail du séquençage du génome humain, on le connaît très bien maintenant en détail, mais plutôt que de nous aider à
à comprendre la nature humaine, ce projet a créé de nouveaux puzzles. Il y a eu beaucoup d'investissements, des investissements qui devaient véritablement aider la biotechnologie, etc. Ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars qui ont été complètement gaspillés dans les investissements ou dans des entreprises de biotechnologie. Parce qu'il y a Accelerate Genomics, c'est une entreprise privée qui a été créée par Craig Venture. Dès que le génome a été annoncé, eh bien, s'est effondré. C'est-à-dire que le prix de l'action s'est effondré de $60 par action à quelques centimes. Donc, Craig avait le sens de l'humour au moins. Il a dit, en fait, j'ai réussi à perdre $1 milliard et à la force du poignet. Voilà. Donc, je pense que effectivement, les gènes ne peuvent pas nous expliquer d'où nous héritons la vie. C'est la résonance morphique qui le peut, parce que les gènes, en fait, permettent simplement aux organismes de créer les bonnes protéines. En biologie, aujourd'hui, il y a une crise. Le problème de l'héritage manquant ou l'hérédité manquante. Si vous regardez les gènes, si vous regardez 20, 30 000 génomes différents et que vous regardez quels sont les gènes qui peuvent, par exemple, expliquer la taille, eh bien, il y a peut-être une cinquantaine de gènes qui peuvent expliquer la taille. Et quels que soient les modèles, aussi bons soient-ils, qui vous permettent d'expliquer par les gènes la taille, comment est-ce que vous allez hériter de la taille de vos ancêtres, eh bien, la probabilité d'avoir la bonne statistique, c'est 5%. Alors que simplement en utilisant un mètre et en mesurant donc les membres de votre famille, eh bien, vous allez avoir une probabilité de 80% de tomber sur le bon chiffre pour savoir de quelle taille vous allez hériter. Donc c'est vraiment un problème d'hérédité parce qu'il y a beaucoup en fait d'éléments héréditaires qui ne peuvent pas s'expliquer par les gènes et je pense que c'est à cause de la résonance morphique. L'idée de résonance morphique nous permet également d'arriver à une interprétation totalement nouvelle de ce qu'est la mémoire. En termes de similitude, si je vous demande ici, qui dans le passé vous ressemble le plus? Vous allez vous dire, la réponse, c'est vous-même. Vous êtes plus similaire à vous-même dans le passé qu'à n'importe qui d'autre autour de vous. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire sur la base de nos propres mémoires du passé. C'est un petit peu comme une antenne, savoir qu'on s'adapte à ce qui s'est passé dans le passé. Et on se règle là-dessus. Si vous avez perdu la mémoire, parce qu'il y a eu un problème au niveau du cerveau, ce n'est pas la mémoire qui est détruite, c'est la capacité à se caler sur cette mémoire. À se mettre sur la fréquence de cette mémoire finalement. Donc c'est une interprétation tout à fait nouvelle donc de la manière dont les phénomènes biologiques se produisent et la nature. À savoir que les cellules sont considérées comme des unités de résonance morphique, des champs morphiques des hauts-longs. Donc toutes les sociétés, y compris animales, eh bien, sont en fait formatées par les habitudes dont nous héritons et grâce à la résonance morphique. Et donc ça permet en fait de continuer à fonctionner à peu près de la même manière que les anciens représentants de notre espèce. Alors ça n'explique pas la créativité de l'évolution, ça explique uniquement la répétition des habitudes. Et ça fait partie de la régularité de la nature, ce qu'étudie la science. Et donc c'est vraiment un phénomène habituel. Alors, comment se produit la créativité? Où sont les sources d'intelligence, de créativité qui permettent à l'évolution de se produire? L'évolution doit impliquer quelque chose qui se passe ici. On ne peut pas avoir simplement un univers qui se répète de manière infinie. Et ce n'est pas ce que nous observons. Nous voyons une évolution et l'évolution de nouveaux schémas, de nouvelles formes, de nouvelles structures. Alors, d'où viennent-elles? Alors, pour travailler sur
cette question, eh bien, il faut également essayer de résoudre un des mystères qui n'a pas encore été résolu par la science moderne, à savoir l'existence de la conscience. Pourquoi est-ce que c'est un problème pour les scientifiques? Alors, pour vous expliquer cela, je vais devoir prendre 3 minutes pour pouvoir vous expliquer l'histoire qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Nos ancêtres, au Moyen-Âge, pensaient que l'univers était un univers vivant, que la Terre était vivante, terre-mère, et que les animaux et les plantes étaient des organismes qui avaient une vie intrinsèque. Et voilà pourquoi on dit animal. Animal, ça vient du mot anima, qui veut dire l'âme. Donc il y a une âme. Et si vous regardez ce que disait Aristote et puis saint Thomas également, qui ont donc étudié dans les universités de Paris, d'Oxford, de Cambridge au Moyen-Âge, eh bien, ils disent qu'il y avait une âme végétative qui forme la plante, qui donne à la plante sa forme et qui vont faire pousser la plante pour qu'elle arrive à sa forme finale. Et donc c'est ce qu'on appelle l'âme formatrice. Et nous avions également donc le fait qu'il y avait une forme animale, une âme animale qui donnait en fait l'instinct, etc. chez les animaux. Et pour les êtres humains, eh bien, nous avons les deux, l'âme végétale, l'âme animale, qui nous donne à la fois notre forme physique et puis également nos sentiments, nos sens animaux, nos instincts, etc. Et puis en plus de cela, nous avons l'âme rationnelle, à savoir la pensée, le langage. Et selon eux, eh bien, c'était quelque chose qui était lié à l'Esprit de Dieu. Et donc ça, c'était vraiment la vision médiévale du monde avec une âme. Et voilà ce qui a donné lieu à la création, à la construction de ces magnifiques cathédrales que nous avons partout en Europe. Et ici, à Paris, nous en avons un magnifique exemple. C'est-à-dire que nous avions la technologie, la raison, la compréhension de la nature de l'époque qui ont permis de créer ces grands temples comme étant comme une aiguille d'acupuncture entre la terre et le ciel, avec bien sûr l'arrivée de la lumière au travers des rosaces, etc. Donc tout cela, en fait, crée la synthèse de la science, de l'imagination, de la religion, de la spiritualité et de la compréhension de la nature elle-même. Voilà, tout ça est en fait incarné par ces cathédrales. Alors, la révolution scientifique du XVIIe siècle a été une révolution justement parce qu'elle a incarné le déni de la vie de la nature. Elle dit que le monde est une machine, les animaux, les plantes sont simplement des machines, il n'y a pas d'âme derrière. Et ce, suite à ce qu'a dit René Descartes, en 1619, novembre 1619, il a parlé justement de cette vision mécaniste de la nature. Descartes a défini la matière comme étant quelque chose d'inconscient. Plutôt que d'être animé par une âme, tout l'univers matériel serait composé de matière inconsciente. Et l'esprit a été radicalement séparé de la matière. Ça veut dire que vous aviez le monde spirituel qui appartient à Dieu, et puis le reste de la nature, eh bien, c'est mécanique, c'est inconscient. Et donc, il y a eu un dualisme qui a émergé à ce moment-là en ce qui concerne l'esprit et le corps de l'humain, entre l'humain et le reste du monde animal et naturel, puisque le monde animal et naturel est inanimé et qu'il ne ressent pas, qu'il ne réfléchit pas, etc., ne pense pas. Et puis également, séparation de la science et de la religion, parce que vous avez la religion avec les anges, le Dieu, et puis les êtres humains, et puis le reste, eh bien, c'est le reste de l'univers mécanique. Et tout cela a réussi à coexister de manière assez paisible, avec une séparation de la science et de la religion. Toutefois, au XIXe siècle, pour plusieurs raisons différentes, et notamment politiques, et particulièrement avec l'avènement au XVIIIe siècle du siècle des Lumières, eh bien, il y a eu tout un mouvement qui a consisté à dire que nous ne voulons plus cette dualité, nous voulons un seul principe de base, non pas deux. Et en niant le royaume de l'esprit, il était possible d'arriver à une vue du monde avec un seul principe. Ça, c'est vraiment le principe du matérialisme, à savoir que l'on a dénié le pôle spirituel qui appartenait au dualisme cartésien. Et pourquoi est-ce qu'on a adopté ce concept? Pourquoi? Pas parce qu'il y avait
ça nous permettait de remporter des succès au niveau scientifique, mais c'est parce que les politiques voulaient retirer du pouvoir à l'Église. Il y avait un mouvement anticlérical très important qui disait que Dieu n'existe pas du tout et que tout cela était basé sur de la fiction et de l'imagination. Et c'était vraiment le meilleur moyen de retirer à l'Église son pouvoir politique. Et donc le matérialisme est devenu dominant au sein des milieux intellectuels et particulièrement scientifiques. Et au XIXe siècle, le matérialisme, c'était vraiment l'orthodoxie de la science. Et ça donne une vision du monde où il n'y a pas de conscience au sein de l'univers, à savoir l'univers serait simplement composé de matière et de lois mathématiques. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la conscience humaine, puisque nous avons donc cette philosophie matérielle qui, d'un seul coup, a complètement fait disparaître le Dieu, la spiritualité, etc., et de la vision du monde. Toutefois, la conscience humaine reste, et il était impossible d'expliquer comment est-ce que les êtres humains pouvaient avoir une conscience si la matière était totalement inconsciente. Et donc, au XXe siècle, il y a une philosophie qui s'est développée et qui se fonde sur ce qu'on appelle le problème dur, à savoir que les philosophes de l'esprit avaient pour mission de nous convaincre du fait que l'esprit n'existe pas vraiment, qu'il s'agit là simplement d'une illusion ou d'un épiphénomène qui donc émane de l'activité du cerveau, à savoir comme une phosphorescence des terminaisons nerveuses. Certains philosophes de l'esprit disent carrément que l'esprit n'existe pas du tout et qu'il s'agit d'une matérialisée, illuminée, que c'est simplement une illusion générée par le cerveau. Mais ça n'explique pas les choses parce que l'illusion elle-même est un mode de conscience. Donc elle présuppose la conscience, elle ne l'explique pas. Voilà pourquoi on appelle ça le noyau dur du problème. Et parce que c'est un problème vraiment difficile à résoudre et parce que cela nous amène dans une impasse en ce qui concerne la philosophie de l'esprit, et bien de plus en plus de philosophes ont en fait abandonné ce concept au cours des dernières années. Alors, il y a eu un philosophe britannique, Gale Strawson, qui a parlé du panpsychisme. Donc le fait qu'il y ait de la conscience dans la matière, parce que l'esprit ne peut pas émerger de quelque chose qui n'est pas du tout conscient. Il doit y avoir un élément de psyché ou de conscience, même dans les particules les plus élémentaires de la matière, comme les électrons. Ensuite, il y a eu Thomas Nagel, il y a 2 ans, qui a adopté également ce concept. C'est l'un des plus grands philosophes de l'esprit américain. Il a écrit un livre, Mind and Cosmos, l'esprit et le cosmos. Donc, pourquoi est-ce que la conception de la nature matérialiste est certainement fausse? Il a été fortement controversé parce qu'il était vu comme un traître à la cause des autres philosophes. Et toutefois, il est parti d'un argument très important, très fort, à savoir qu'on ne peut pas expliquer la conscience sur la base de ce matérialisme. Et donc, les autres philosophes ont un peu perdu cette bataille. Christoph Koch et Francis Crick ont également parlé et travaillé sur ce qu'on appelle le panpsychisme, donc aux États-Unis. Alors bien sûr, ça a créé beaucoup de chocs et d'horreur. Est-ce que vous pourriez peut-être définir ce que c'est que ce panpsychisme? Alors, c'est une doctrine qui dit qu'il y a de l'esprit ou de la psyché dans la nature, partout dans la nature. Donc, ça veut dire que les atomes, les électrons, sont dotés d'une forme d'esprit. Tout élément qui s'auto-organise dans la nature serait doté de cet esprit. Donc, les organismes, les cellules, les sociétés d'organismes, les écosystèmes, les planètes, les étoiles, les galaxies sont dotés de cet esprit. Ça ne veut pas dire les machines, les tables, les chaises, parce qu'ils sont créés par les êtres humains, donc par une intelligence extérieure et non pas par une intelligence intérieure, tel que c'est le cas chez les organismes. Alors cela nous donne en fait une idée d'un univers qui serait vivant et qui serait animé par une âme ou par une psyché. C'est bien sûr un concept qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose que nos ancêtres au Moyen-Âge prenaient pour acquis. Et même au XVIIe siècle, la réaction par rapport à René Descartes a aussi mené à une philosophie panpsychique. On a
a parlé en fait que partout dans le monde, eh bien, il y avait donc dans toutes les cellules justement cet esprit, cette âme. Et ce qui est le plus important en ce qui concerne donc le panpsychisme, le plus grand philosophe, c'est Alfred North Whitehead, qui a été le premier philosophe à voir que la physique quantique nous a mené à une conception totalement différente de la nature. Les électrons, les atomes devenaient des organismes plutôt que des machines. Et étant donné qu'il s'agissait d'un mathématicien, il a tout de suite compris l'importance de la théorie quantique qui dit que les particules de matière sont des vibrations, elles sont vibratoires. Ce ne sont pas des choses technologiques qui permettraient de mettre en place des activités. Alors dès qu'un atome ou un électron présente un schéma d'onde, ça veut dire que ça n'est pas une chose, c'est un processus. Et si c'est un processus, c'est un processus qui se produit dans le temps. Vous ne pouvez pas avoir une onde sur un seul instant, parce que ça ne serait pas une onde. Une onde a besoin de temps pour être onde. Elle a besoin d'espace pour être onde. Et voilà pourquoi il y a ce principe d'incertitude dans la physique quantique, parce que vous ne pouvez pas obtenir une définition instantanée de quelque chose qui est une onde, et vous ne pouvez pas la définir sur la base de quelque chose qui serait situé à un point précis seulement. Donc c'est un processus dans le temps. C'est vrai, y compris pour l'électron. Ça veut dire que l'électron a un pôle du passé et un pôle du futur. Et voilà ce qui est vraiment très intéressant ici. Et je pense que c'est encore quelque chose de très pertinent aujourd'hui. Le temps existe au sein de tous les organismes. Tout organisme a un passé et un avenir. Et si on veut comprendre le lien entre le corps et l'esprit et la nature de la conscience elle-même, eh bien, il faut le faire non pas en termes d'espace, mais en termes de temps. Parce qu'on a toujours pensé du point de vue spatial. Le monde intérieur, le monde extérieur, la vie intérieure, la réalité extérieure. Ce sont des métaphores spatiales que nous utilisons en permanence. Mais il y a une meilleure façon d'en parler lorsque l'on parle de ces polarités et du temps. Le pôle mental serait le pôle de l'avenir et puis le pôle physique serait le pôle du passé. Le pôle de l'avenir s'inquiète de ce qui n'est pas encore advenu et des possibilités. La vie de l'esprit et de la conscience a trait aux possibilités. Et l'objectif de la conscience au quotidien serait de pouvoir choisir entre les possibilités. Des possibilités qui ne sont pas encore actualisées. À savoir que lorsque l'on fait un choix entre des possibilités, on les actualise et donc ça devient un fait mesurable. Mais ce fait mesurable bascule tout de suite dans le passé. C'est vrai pour un électron, c'est vrai également pour une personne. Le comportement d'un électron est bien décrit par une caractéristique de la physique quantique, une équation qui permet de décrire toutes les possibilités de cet électron. Lorsqu'il interagit avec une molécule ou avec n'importe quoi, finalement, eh bien toutes les possibilités, eh bien finalement, se réduisent à une seule possibilité parce que c'est le choix qui a été fait, qui a été actualisé. C'est devenu un fait scientifique mesurable, mais qui bascule aussitôt dans le passé et un nouveau royaume de possibilités s'ouvre. Et donc, le fait de prendre une décision eh bien, fait s'anéantir toutes les autres possibilités dans les processus quantiques. Ça nous permet eh bien, de voir qu'il y a une actualisation d'une possibilité parmi autant d'autres. C'est vrai pour nos esprits également qui s'intéressent à l'avenir virtuel, à savoir qu'est-ce que nous allons pouvoir prendre comme décision. Et par exemple, vous êtes tous venus ici et on peut mesurer le fait que vous êtes tous ici. Mais dans le passé, eh bien, vous aviez beaucoup d'autres possibilités que vous auriez pu faire aujourd'hui. Et lorsque l'on prend la décision de venir ici, on actualise une possibilité et on en écarte beaucoup d'autres. Alors dès que l'on commence à penser à cette vision panpsychique avec ses pôles passé et avenir, eh bien on peut commencer à débattre de manière beaucoup plus intéressante que simplement en se concentrant sur les électrons, parce que bien sûr ces principes sous-tendent également les grands objets, pas seulement les petits. Et c'est intéressant lorsque l'on commence à considérer par exemple la nature du Soleil. Le Soleil, c'est un système auto-organisé dont nous dépendons tous. Et selon cette philosophie, ça veut dire que eh bien, le Soleil est doté à la fois
fois d'un esprit et d'un corps. On voit son corps. Mais qu'en est-il de l'esprit du soleil? On ne voit pas. On ne voit pas comme on ne peut pas voir nos propres esprits. Je ne peux pas voir le vôtre, vous ne pouvez pas voir le mien. Vous pouvez voir uniquement les impacts des décisions prises par mon esprit. Alors le soleil serait conscient. Alors bien sûr, il s'agit bien d'une question taboue. On ne peut pas poser cette question si vous êtes matérialiste, moderne, etc. Parce que toutes les autres cultures avaient pensé que le soleil était conscient, mais ils se trompent parce que nous sommes civilisés, nous sommes évolués. Les enfants pensent que le soleil a un esprit, c'est pour ça qu'ils lui mettent un sourire et des yeux, alors qu'en fait c'est faux. Donc on rejette ça. Et on sait que le soleil, scientifiquement, est simplement une boule de matière qui fonctionne selon des lois physiques. Mais si le soleil a une conscience, eh bien, ça veut dire qu'il prend des décisions lui aussi. Il fait des choix par rapport à où est-ce qu'il envoie ses rayons, etc. Et on dépend de lui. Et si le soleil est conscient, alors ça veut dire que toutes les étoiles sont conscientes. Et si elles sont conscientes, eh bien, elles peuvent être comme des cellules dans la galaxie. Et la galaxie elle-même peut être consciente avec un esprit collectif. Tout cela peut dépendre des habitudes des galaxies. On n'a peut-être pas besoin d'utiliser toute cette matière noire pour pouvoir expliquer les choses. C'est peut-être pas quelque chose qui se passe uniquement à cause de la gravitation, c'est peut-être parce qu'il y a un esprit avec des décisions. Et si les galaxies sont conscientes, qu'en est-il de l'univers? C'est une vision qui implique que nous sommes nous-mêmes intégrés à de nombreux systèmes mentaux bien plus grands que nous, mais qui nous incluent. Nos esprits et les activités de nos cerveaux se produisent au sein d'un champ électromagnétique, celui du Soleil. Ça veut dire que, effectivement, nous avons dans notre cerveau un interlocuteur électromagnétique au sein de notre vie consciente. Donc, d'autres formes de conscience existent au-delà de la nôtre, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très familier pour les hommes modernes. Mais c'est quelque chose qui était pris pour acquis par nos ancêtres. Ils pensaient que l'univers était peuplé d'êtres conscients, les anges, les devas, pour les hindous, les esprits. Avec différents niveaux, y compris des anges qui donc étaient les intelligences des étoiles. Alors nous, on appelle toujours les planètes par les noms de dieux et de déesses. C'était des personnes, des êtres humains et pas uniquement des corps inanimés. Et donc nos vies sont animées par des formes d'intelligence collective qui sont bien plus grandes que nous. Alors bien sûr, ça inclut l'esprit de Dieu. Et si vous avez prié des anges, des esprits, eh bien, vous pouvez connecter vos vies individuelles à ces formes d'intelligence supérieure. La méditation, à mon avis, fait partie des manières dont nous pouvons nous connecter, nous relier à l'esprit du cosmos. Et ce, au-delà du temps et de l'espace. La prière est beaucoup plus liée à ce que nous faisons au niveau de nos vies quotidiennes, ce qu'on veut faire. On peut prier pour être conseillé, pour être guidé par Dieu le Père, par la Vierge, par les anges, par Saint Michel, etc. Il y a tout un panel d'êtres que nous pouvons prier Notre-Dame à toutes ces chapelles, avec tous ces centres de prière. Et la cathédrale Notre-Dame elle-même est un catalyseur de toute la plus grande prière qui existe à la Sainte Trinité. Donc il s'agit là de quelque chose que nous pouvons faire de manière pratique. Pour ma part, je pense que cette intelligence dépasse le niveau humain et peut guider notre évolution. En Irlande, il y a une femme qui s'appelle Lionel Byrne qui dit qu'elle voit les anges. Et un de mes amis lui a posé la question de savoir qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez les anges. Et elle dit que souvent, eh bien, ils ne sont pas très heureux parce qu'ils sont au chômage, parce qu'on leur demande plus d'aide. Et donc, on en a entendu parler avec la méditation aujourd'hui. Moi, je me suis posé la question, dans le cadre de notre évolution, aujourd'hui, effectivement, on a vraiment bien besoin d'aide. Et si on pense qu'il n'y a rien dans l'univers entre nos esprits et puis cette grande conscience, dont je suis sûre qu'elle existe, à savoir le grand esprit, ou donc, je ne sais pas, le niveau absolu d'être, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, eh bien, si on ne voit pas ça, eh bien, ça veut dire qu'on a une
vision appauvrie de notre univers, lorsque l'on pense qu'il n'y a rien entre nous et Dieu. Il me semble que nous devons retrouver notre sens de cette vie de l'univers, vie de cette intelligence, et que ça fait partie de notre processus d'évolution. Ce sont des formes d'intelligence sur lesquelles nous pouvons, dans lesquelles nous pouvons puiser et nous pouvons utiliser la prière pour le faire. Merci.